La préfecture de Doufelkou a vibré ce week-end au rythme de Sintou Djangiagou, fête de moisson et d'hommage aux illustres disparus qui a drainé les fils et filles de la préfecture à Baha pour l'apothéose. Les fidèles de l'église évangélique presbytérienne du Togo se sont eux retrouvés ce dimanche à la paroisse Tokwe-Witi qui célèbre ses 75 ans d'existence. Occasion pour les paroissiens de rendre grâce au Seigneur pour 75 longues années d'évangélisation. Et puis la France ne boycottera pas demain les commémorations du 20e anniversaire du génocide rwandais. Malgré les accusations d'implication de Paris au massacre des Tutsis en 1994 par le président Kagame, l'ambassadeur français prendra part aux manifestations en lieu et place de la garde des Sceaux. C'était les titres de ce journal. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Quelles ont été les actions menées par les professionnels de la santé du district des Plateaux en matière de médecine générale et de lutte contre l'onchocercose en 2013? Les statistiques ont été données cette semaine à Atakwame durant la traditionnelle rencontre sanitaire dénommée Revue. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. Après une série de 12 mois d'exercice, les différents acteurs en matière de santé en général et de ceux en matière de lutte contre la cécité des os, dite onchocercose, étaient successivement en atelier de revue sanitaire des activités menées durant l'année 2013, des analyses qui doivent permettre à ces différents acteurs de faire une projection sur l'année en cours 2014. Pour le département en charge de lutte contre l'onchocercose, un nouveau défi s'affiche d'ici à 2020. Donc nous sommes en début d'année 2014. Il est tout à fait normal qu'on fasse le bilan des activités de 2013. Et là, par rapport à l'année passée, nous avons constaté qu'après l'analyse avec l'équipe régionale de synthèse des documents, nous avons quand même vu que les chiffres sont en nette progression. Quand je prends le programme de vaccination, l'année passée, on avait des difficultés à vacciner les enfants. Cette année, on a constaté quand même que ces chiffres ont augmenté. Et le Togo fait partie des pays qui ont été sélectionnés pour éliminer l'onchocercose en 2020. Les instances internationales ont apprécié le travail qu'on a fait, que tout le pays a accompli. Mais c'est aussi un défi parce que nous n'avons que 6 ans pour éliminer la maladie. Éliminer la maladie, ça veut dire que toutes les prévalences doivent être inférieures à 1% sur toute l'étendue du pays. Alors que nous avions actuellement beaucoup de localités où les prévalences avoisinent même 10%. Donc tout le Togo est invité à se mobiliser pour gagner ce pari. Tous les districts sanitaires ayant déjà leur plan d'action pour 2014, ce bilan sanitaire qui a réuni les directeurs préfectoraux, les sages-femmes, les points focaux qui s'occupent de l'information sanitaire a permis aux 10 acteurs de réajuster leur plan d'action et de mobiliser des fonds pour leur exécution. La campagne nationale de vulgarisation de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP a pris fin cette semaine par l'étape de Thiévier. Mais auparavant, les acteurs sociaux d'autres localités ont pris connaissance de ce nouvel outil de développement et de ses composantes. L'étape de Kara avec notre correspondant Nestor Nzo. Placer le Togo sur le sentier de l'émergence d'ici 15 à 20 ans, c'est le résultat assigné à la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi en abrégé SCAP. Résultat qui doit découler d'un certain nombre de défis à relever, défis consignés dans le document de la dite stratégie mise en œuvre depuis août 2013. Mais ceci ne peut réussir que si tous les acteurs s'imprègnent du contenu de cette stratégie, ce qui a motivé la tenue de cet atelier et qui a réuni les préfets, maires, responsables des structures déconcentrées et des représentants de la société civile, sans oublier les chefs traditionnels de la région. Tous ces participants doivent donc, au sortir de cet atelier, faire une plus claire lecture de la dite stratégie et identifier le rôle qui est le leur dans la réussite de sa mise en œuvre. Le ministère de la Planification est en train de coordonner tout un exercice d'élaboration d'un rapport qui va faire le point de tout ce qui a été fait dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie. Mais déjà, vous, acteurs de développement, vous avez une vue d'ensemble sur ce qui est en train de se faire, notamment tout ce qui est en train de se faire dans le cadre des infrastructures économiques, et les infrastructures routières, de transport, au niveau du port, au niveau de l'aéroport. Le développement ne doit pas se résumer à la capitale ou bien dans les grandes villes. Il faut que le développement puisse aller vers le niveau de plus concentré et vers toucher les populations locales. Donc il est important que l'on puisse s'assurer que les leaders d'opinion ont
toute l'information sur la stratégie de développement pour qu'ils puissent contribuer à sensibiliser et également à veiller à ce que tout ce qui est en train de se fait véritablement dans l'esprit d'une action concertée de développement qui doit pouvoir concourir à améliorer la qualité de vie de nos populations au niveau local. La rencontre ouverte par le préfet de Logou, Alagbe Baïdje, a développé plusieurs thèmes, notamment les grandes orientations de la SCAP, les planifications, stratégies pour un suivi-évaluation efficace et efficient, et enfin les mécanismes et outils mis en œuvre et de suivi-évaluation de la SCAP. Ces communications ont été intercalées de questions-réponses, les participants ayant voulu savoir davantage sur le contenu et la mise en œuvre de cette SCAP. De suivre donc l'étape d'Atakami dans la vulgarisation de la stratégie accélérée de croissance et de promotion de l'emploi SCAP. Nous reviendrons sur l'étape de Kara dans nos prochaines éditions. Le secrétariat métier de prestige, selon ses professionnels, perd son attrait d'antan. Mais pour y remédier, le cabinet du groupe CAFPER veut apporter du neuf dans les curricula dispensés par les enseignants de cette filière. Ils étaient donc en formation à Lomé cette semaine. Le compte rendu avec Patrice Bocor. Comme toute autre fonction dans l'administration ou dans les entreprises, le métier de secrétariat, jadis considéré comme un métier soumis à des ordres, est en pleine mutation. Face à la nouvelle donne, il sera question d'adapter l'enseignement académique aux réalités du terrain et d'amener les secrétaires à prendre conscience de l'importance du rôle et de la mission qui leur sont assignés. Pour des échanges, nous avons démontré comment les secrétaires interviennent dans la réalisation des objectifs des managers, quelles sont les tâches qui participent à cette réalisation des objectifs et comment adapter ces tâches-là à l'enseignement qui se fait à l'université, dans les écoles. Pour les enseignants, il faut revoir les programmes proposés aux apprenants de la filière secrétariat. Nous constatons qu'il y a des insuffisances. On ne peut pas dire que la formation rabais ou bien est incomplète, mais peut-être que c'est par rapport à certains manquements qu'il faut combler pour peut-être, disons, relancer, pour donner encore plus de performance aux secrétaires. Les propositions formulées à ce titre par les enseignants sont aussi les préoccupations majeures du gouvernement. C'est avec vous que nous devons réussir les réformes majeures permettant à notre société en général et à notre économie dans tous ces maillons d'être performants. Vos initiatives rencontrent justement les initiatives du gouvernement et vont dans le même sens. Au-delà de toutes ces considérations qui s'opèrent dans la profession, le secrétaire doit avant tout s'approprier et renforcer les compétences requises et exigées par le métier. Hors du Togo, nouveau coup de froid dans les relations entre Paris et Kigali à la veille des commémorations des 20 ans du génocide rwandais. Dans une entrevue parue ce dimanche dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, le président Paul Kagame dénonce non seulement la complicité mais aussi l'action de la France dans le massacre des Tutsis. Une accusation que ne digère pas la France qui annule ainsi le déplacement de la ministre de la Justice à Kigali. La France ne s'attendait pas à une telle charge du président rwandais. Paul Kagame accuse cette fois les Français d'avoir participé directement au génocide de 1994. Dans cet entretien à Jeune Afrique aujourd'hui, il pointe notamment du doigt l'attitude des soldats de l'opération Turquoise dans les massacres de la région de Bicécéro. Interrogez les rescapés du massacre. Ils vous diront ce que les soldats français de l'opération Turquoise y ont fait. Complices certes, mais aussi acteurs, ajoute-t-il. La France, actrice des massacres, une mise en cause inacceptable pour Paul Quilès, qui a présidé la mission parlementaire sur le génocide. Une mission qui a reconnu des erreurs françaises de stratégie, mais aucun rôle direct. C'est une ignominie de penser que la France a pu être actrice du génocide. C'est le seul pays qui est intervenu, qui s'est intéressé au Rwanda, qui est intervenu pour que le génocide cesse. La France a été le premier pays à utiliser le mot de génocide, qui a des conséquences juridiques et internationales très fortes.
Depuis la visite de Nicolas Sarkozy en 2010, les relations entre les deux pays semblaient pourtant s'être apaisées. Mais la France n'enverra pas Christiane Taubira aux commémorations demain. La réponse de sa diplomatie à ces accusations. Nous ne les acceptons pas. Elles sont en contradiction avec le dialogue et la réconciliation engagés avec le Rwanda depuis plusieurs années. Ce sont des déclarations inacceptables qui ne sont pas fondées. Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, appelle lui sur son blog François Hollande à défendre l'honneur de la France et de son armée. 20 ans après, la France et le Rwanda ne parviennent toujours pas à commémorer le génocide côte à côte. Mais Paris ne sera pas totalement absent à Kigali. Demain, l'ambassadeur de France au Rwanda assistera donc aux manifestations. Le génocide rwandais, ce fut la guerre entre deux ethnies, les Hutus majoritaires et les Tutsis en minorité, principales victimes du massacre. 2 décennies après ce qu'on qualifie du génocide du XXIe siècle, des médiateurs locaux mènent la difficile tâche de réconciliation des bourreaux et des victimes. Des haricots pour la vieille voisine rescapée du génocide. C'est l'offrande de Juvénal, un geste de réconciliation. Cette femme était une proche de sa famille, sa deuxième mère. Et pourtant, il y a 20 ans, en avril 1994, il a participé à l'assassinat de son mari. Le premier groupe qui a découvert où était caché son mari, j'en faisais partie. Les gens de ma famille, ce sont eux qui ont trouvé son mari, ils l'ont poursuivi jusque chez son beau-père et ils l'ont tué là-bas. Juvénal a fait 8 ans de prison. À sa sortie, il a demandé pardon. Depuis, grâce au soutien moral de l'association Modeste et Innocent, il se rend régulièrement chez sa victime pour la dédommager et s'excuser. Tu sais bien que j'ai participé au groupe qui t'a fait du mal, qui a détruit ta maison. Je sais que tu es au courant, je ne peux pas garder ça pour moi, c'est pour ça que je te demande pardon. Moi, je t'accorde le pardon. Quand on demande pardon, il faut l'accorder. Kansilide vit seul avec sa fille, née quelques mois après le génocide. 9 personnes de sa famille, dont son mari, ont été massacrées. Seul Juvénal a reconnu son crime. Les autres se taisent, et pourtant chaque jour, elle les voit au village. Lorsque je croise les autres, parce qu'ils m'ont déjà terrorisé par le passé, lorsque je les croise le soir, j'ai vraiment peur, j'en ai gros sur le cœur. Et je me dis que peut-être ils vont me tuer, mais par chance, j'en sors indemne. Réconcilier meurtriers et rescapés, un travail de longue haleine pour les médiateurs locaux. Pour moi, un génocide, c'est un crime qui dépasse tous les autres. C'est vraiment un crime très grave. C'est pour ça que c'est très difficile pour les gens qui ont commis ces actes de confier leurs sentiments et de dire ce qu'ils ont fait. Nous savons que c'est un long chemin et c'est pour ça que nous sommes ici souvent, pour en discuter avec eux. Dans les collines rwandaises, 20 ans après, les langues ont toujours du mal à se délier. Bourreaux et victimes vivent côte à côte dans la réconciliation ou dans la crainte. On est toujours sans nouvelles ce dimanche des 3 religieux occidentaux enlevés hier dans le nord du Cameroun. Au lendemain du rapt, les opérations d'enquête se mettent en place et les premiers indices sur le déroulement des faits viennent des habitants riverains. À la paroisse Saint-Marc de Thierry, un collègue des 2 prêtres italiens kidnappés reçoit des consignes d'un gendarme camerounais. Des consignes claires. L'accès à l'appartement de Gian Antonio Allegri et Gian Paolo Marta est strictement interdit à toute personne étrangère à l'enquête en cours. Vous restez sur le couloir ici sans problème, ne pas approcher. Les habitants du village, venus nombreux, sont donc confinés dans la cour de la paroisse où est stationné le véhicule des 2 prêtres italiens. Le 4x4 a été vandalisé pendant le rapt, intervenu dans la nuit de vendredi à samedi, une opération suivie par la population paniquée et terrée chez elle. Quelques villageois courageux affirment avoir tenté d'alerter les forces de sécurité, en vain. Ma maman m'a fait réveiller, par après elle m'a dit qu'il y a les malfrats à la paroisse. Donc, ensuite, moi aussi, je me suis réveillé, j'ai appelé 5 fois les 117, ils ne m'ont pas répondu. 2 fois les 118, ils ne m'ont pas répondu. Et nous demandons donc à l'État, s'il peut, de nous donner donc les forces des ordres pour qu'il y ait vraiment plus de la sécurité ici chez nous. Sinon, nous sommes vraiment bouleversés et nous sommes vraiment perdus. Sœur Gilberte Buchier, âgée de 70 ans, a été enlevée en même temps que les 2 prêtres italiens. Dans l'appartement de la religieuse canadienne, les tiroirs ont été vidés
et des médicaments jetés au sol. Signe que les ravisseurs auraient quelque peu violenté les 3 religieux occidentaux. La porte a été forcée. Et d'ailleurs, quand je demandais par quel axe ils sont partis, il y a un village qu'on appelle Mikiri. Il disait qu'il y a les gens qui criaient dans la voiture, les voitures qui partaient, sauvez-nous, sauvez-nous. C'est pour dire qu'il y a une certaine pression qui se faisait sur eux. D'après certains témoins, c'est par cette route non goudronnée que les 3 otages et leurs ravisseurs ont quitté le village de Thierry à bord de plusieurs véhicules. Les forces de sécurité camerounaises ratissent actuellement la région de l'extrême nord. Elles ont quadrillé les sorties en direction du Nigeria. Et nous ouvrons ainsi la page religieuse de ce dimanche. L'information circule depuis le 30 septembre 2013. Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII seront canonisés le 27 avril prochain. Une décision du nouveau pape François réuni en consistoire avec des cardinaux au Vatican et qui ravit les fidèles catholiques. Et au Togo, plusieurs associations chrétiennes se sont données pour mission de faire découvrir ces souverains pontifs, le 261e et le 264e aux Togolais. Comment canonise-t-on une personne? Ou plutôt, comment procède-t-on pour faire entrer un humain dans la famille des saints? Quelles sont les étapes de ce rituel qui peut être très long? Les réponses avec Carmen Maggi à Capo. Par la canonisation, le pape inscrit au catalogue des saints une personne décédée qu'il propose à la vénération de l'Église universelle. Elle est généralement l'acte final d'un long processus qui commence par la béatification, déclaration par décret pontifical qui atteste qu'une personne de foi chrétienne a pratiqué les vertus naturelles et chrétiennes de façon exemplaire. Seul le pape prend la décision de canoniser. Toutefois, la canonisation est l'aboutissement d'une longue enquête. Le but est de reconnaître une vie exemplaire, édifiante et un rayonnement spirituel en la personne. Avant la canonisation, il y a l'étape des bienheureux, qu'on appelle béatification, quoi. Il y a eu des signes, des gens ont prié, Jean-Paul II, Jean XXIII, ils ont reçu des fruits. L'Église examine tous ces fruits-là pour dire, ça c'est des signes suffisants pour qu'on les déclare bienheureux, et puis après maintenant saints. Hein? Quelqu'un prie, ils sont exaucés. Quelqu'un était malade, il a prié Jean-Paul II, il a été sauvé. On a soumis ça au médecin pour voir si c'est une guérison médicale ou bien ça dépasse les connaissances scientifiques de la médecine. Donc, ça vient de Dieu. Après la canonisation, les reliques des saints de l'Église, c'est-à-dire des parties de son corps ou des objets qu'il a laissés en mourant, sont utilisés à plusieurs fins. L'Église se sert des reliques quand on fait la consécration des églises. Par exemple, dans l'autel qu'on consacre, on fait passer le saint crème, tout. À un moment donné, on met des reliques des saints dans l'autel. Pour dire que l'autel est consacré à Dieu. Voici des signes de sainteté, quoi. Pour donc être béatifié puis canonisé, il faut chaque fois satisfaire un critère essentiel, la concrétisation de miracles. Religion encore, cette fois chez les protestants. Les fidèles de la paroisse Tokouin-Huiti de l'église évangélique presbytérienne du Togo ont soufflé ce dimanche la 75e bougie de leur église. Encore, ils ont chanté leur reconnaissance à Dieu à travers un culte d'action de grâce. Robert Kotogbe, Nancy Tiana et Rachel Aoukou. Office religieux célébré à la hauteur de la commémoration des 75 ans de la paroisse de Tokouin-Huiti, rénovée pour la circonstance. À l'occasion, un culte d'action de grâce inscrit à l'agenda des festivités. Les corps ecclésiastiques et pastoraux auxquels se sont joints les fidèles de la paroisse ont unanimement rendu gloire à Dieu pour ses bienfaits. Seul le courage et la foi en l'Éternel permettent à l'homme de surmonter les difficultés. Et c'est en substance le message de l'officiant du jour, extrait de l'Évangile selon Jean, chapitre 11, versets 17 à 27.
La parole de Dieu dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vous apporte donc le message de la résurrection dans vos vies aujourd'hui. Que ce message de résurrection vous affranchisse. Paroisse district depuis 2009, 4 paroisses secondaires, 12 associations et chorales confondues, 25 presbytes. L'église évangélique presbytérienne du Togo, Tokon-Witi, est la 3e paroisse fondée à Lomé en 1935. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que des signes visibles peuvent témoigner de la vie ou bien de l'expression réelle de l'évangile dans le milieu. Nous avons pour perspective la mise en place des petits projets générateurs de revenus. Créer une case de santé. Nous envisageons aussi créer une école évangélique pour pérenniser l'évangélisation dans le milieu. Et nous croyons que cette église ou cette paroisse va toujours survivre. Il suffirait tout simplement que les membres de cette paroisse-là vivent avec Christ. Pour immortaliser les 75 années d'existence, un mémorial a été inauguré. Il servira de lieu de recueillement et de prière pour les fidèles. Deuil du côté de la communauté musulmane. Une cérémonie funèbre du 7e jour a été organisée hier samedi pour le décès de l'imam de la ville de Lomé, Gima Mama Youssif. Une prière a été dite pour le repos de l'âme du défunt. Aliro Titri, Maryse Akotier. La prière de ce jour marque les cérémonies funèbres du 7e jour du décès de El Hadj Youssif Gimba, imam de la ville de Lomé, survenu le 29 mars dernier. La lecture du Saint-Coran, suivie de la prière des imams et les remerciements du porte-parole de la famille, voilà les différentes étapes de la cérémonie. Toutes ces fidèles musulmans polisent la demande du défunt. À la tradition musulmane, lorsque quelqu'un décède, on a à son intention. C'est pourquoi nous aujourd'hui, il dirige la prière de façon considérable. Il est très bon, il me montre du bonheur. À travers sa connaissance aiguë et son savoir-faire, El Hadj Imam Youssif fut un maître coranique, membre de la commission du pèlerinage de l'école coranique du Togo. Il a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui 4 veuves enfants. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Culture et tradition, à présent, les populations de la préfecture de Doufelgou ont cette année encore respecté la tradition du début d'une nouvelle saison agricole et de l'hommage aux vieilles personnes disparues à travers Sintou Djandjagou, édition 2014, qui a connu son apothéose dans le canton de Kbaha. Nestor Mzo. C'est un hommage à une brave femme, douée d'une capacité hors du commun à diriger les siens pour combattre les ennemis que ce monument a été érigé. Cette femme a vécu à Kbaha. Kbaha est le canton sur lequel le choix a été porté pour l'apothéose de l'édition 2014 de Sintou Djandjagou. Fête annuelle, Sintou Djandjagou est un moment de retrouvailles des fils et des filles de la préfecture de Doufelgou pour célébrer les valeurs qu'ils partagent. Au fait, la fête Sintou, elle commence mars et prend fin en mai. Et elle commence par une autre appellation appelée Yeselem. C'est-à-dire que chaque quartier du canton ou bien du village doit maintenant suivre un calendrier où ils auront à honorer leurs parents disparus. Et c'est en même temps la fête des moissons. Donc au cours de cette fête-là, on remercie
les ancêtres pour avoir participé à la pluviométrie qui a conduit à une bonne récolte. Janjago, c'est pour les Naoudeba. Et cette danse s'exécute au moment où un vieux meurt. Nous avons essayé d'évaluer un peu l'année où on peut quand même danser quelqu'un qui meurt à 70 ans. Donc nous dansons cela avec un gros tambour, 2 moyens et un petit là, et le gros tambour qui est Janjago lui-même. C'est le gros tambour qui s'appelle Janjago. Bon, nous dansons aussi pour, surtout en mars, pour pouvoir demander aux membres des ancêtres de nous donner un peu de pluie pour que la récolte soit bonne. Sintou Janjago est cette année à sa 28e édition. Une édition qui a connu une forte mobilisation. Au titre des invités, on note la présence des Akoso Akebu. Ce peuple et celui de Doufelgou ont une ressemblance. Ils cultivent du fonio. Comme vous le savez, le fonio est célébré chaque année en pays Akoso et Akebu et est devenu aujourd'hui un élément fort de notre identité culturelle. Nous avons encore le bon souvenir de la fête traditionnelle au Vazou 2013 à Badou, dans le Wawa, qui a connu une participation très remarquée de nos frères et sœurs de Doufelgou. La préfecture de Doufelgou a un patrimoine folklorique très fourni. Le public a pu admirer cette richesse culturelle. Célébrer Sintou Janjago pour les Lamba, les Naoudeba et les Tamberma, c'est prendre l'engagement de mener la préfecture de Doufelgou vers le progrès, avec comme socle leur identité culturelle. La ministre en charge des arts et de la culture, représentant le président de la République, s'en félicite. En œuvrant pour la solidarité entre les membres de votre communauté, en mutualisant vos moyens, vos expériences, et en travaillant en synergie pour le développement de votre préfecture, vous vous inscrivez dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé. La culture comme facteur d'épanouissement individuel et collectif, comme vecteur des valeurs nobles qui fondent le vivre ensemble et cimentent la cohésion sociale. Enfin, la culture comme moteur de créativité et d'innovation artistique, participe indiscutablement au développement social et économique de nos communautés locales et partant de notre pays tout entier. Par ailleurs, vous nous avez prouvé que célébrer cette fête traditionnelle n'est pas un repli identitaire, mais bien au contraire, une occasion d'ouverture sur d'autres peuples. Sintou Janjago est célébré de façon rotative dans les différents cantons de la préfecture de Doufelgou. Agbandiaka avait accueilli les manifestations officielles en 2013. Baha lui a succédé cette année. La 29e édition se déroulera dans une autre localité. Rendez-vous donc l'année prochaine. L'association des assistants médicaux du Togo, ASAMTO, a organisé hier samedi une marche pour la santé. Et ceci pour sensibiliser la population de Lomé sur les maladies non transmissibles. La marche a débuté au bas-fond du collège Saint-Joseph et a eu pour point de chute la plage en face de l'hôtel Ibis. L'association marque ainsi le 13e anniversaire de sa création. Nancy Tiana et Carmen Amadji Akapo pour le compte rendu. Le sport, un exercice vital pour la santé humaine. En ce sens, l'association des assistants médicaux du Togo a choisi la marche pour sensibiliser la population de Lomé sur les maladies non transmissibles, le diabète, le paludisme, l'obésité, l'hypertension artérielle entre autres. Quel avenir pour l'assistant médical face à l'ampleur des maladies non transmissibles? C'est le thème retenu cette journée dans le cadre du 13e anniversaire de cette association. Nous avons remarqué que déjà il y a 72% de la population qui ne font aucune activité sportive et
déjà nous avons remarqué 6% de la population sont obèses et 15% sont dans le surpoids, avec les enquêtes STEP de 2010. Donc l'association des assistants médicaux a réfléchi et nous avions dit qu'est-ce que nous pourrons faire pour que nous sensibilisons notre population pour éviter ces maladies non transmissibles-là. Faire du sport contribue à nous procurer une bonne santé et nous devons marcher au moins 30 minutes à 1 heure de temps par jour pour que nous puissions éviter ces maladies non transmissibles. L'Association des assistants médicaux du Togo entend contribuer au bien-être de la population à travers diverses activités au profit des nécessiteux. Les différents participants ont parcouru les artères de la ville de Lomé avec pour point de départ le bas-fond du collège Saint-Joseph pour aboutir à la plage Ibis. Toute activité physique est donc nécessaire pour une meilleure santé. Et à Paris, ce sont près de 50 000 personnes qui ont pris part ce dimanche à la 38e édition du marathon de la ville. Et l'Afrique a prouvé sa suprématie. Coup d'essai et coup de maître pour l'Éthiopien champion olympique Mbekele qui s'impose en 2 heures 5 minutes. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Notez que l'information se poursuit. Au revoir. La préfecture de Doufelkou a vibré ce week-end au rythme de Sintou Djangiagou, fête de moisson et d'hommage aux illustres disparus qui a drainé les fils et filles de la préfecture à Baha pour l'apothéose. Les fidèles de l'église évangélique presbytérienne du Togo se sont retrouvés ce dimanche à la paroisse Tokwe-Witi qui célèbre ses 75 ans d'existence. Occasion pour les paroissiens de rendre grâce au Seigneur pour 75 longues années d'évangélisation. Et puis la France ne boycottera pas demain les commémorations du 20e anniversaire du génocide rwandais, malgré les accusations d'implication de Paris au massacre des Tutsis.